Commençons le chapitre 1 sur les statistiques descriptives. Alors dans ce chapitre, on va voir beaucoup de rappels puisque essentiellement ce sont des choses qui ont été vues au collège et au lycée. Alors commençons tout d'abord avec les objectifs, ce que je vous demande de savoir faire à la fin de ce chapitre et donc qui seront évalués en DS. Alors premièrement, connaître et reconnaître les différents types de séries statistiques. Ensuite, calculer les différents paramètres, que ce soit le mode, c'est une nouveauté pour cette année, mais on va voir que c'est très simple, la médiane, les quartiles, la moyenne, les quarts-types, etc., etc. Calculer les paramètres, c'est bien. Il faut aussi savoir les interpréter. Savoir à quoi ils correspondent, qu'est-ce qu'on peut en déduire, qu'est-ce qu'on ne peut pas en déduire, tout ça. Ensuite, connaître les différentes représentations graphiques, savoir lesquelles utiliser dans quel cas et savoir les représenter. Attention, là, c'est vraiment un point très important puisque généralement, les graphiques ne sont pas utilisés au bon moment et en général ne sont pas utilisés correctement. L'exemple classique, c'est l'histogramme. On voit souvent écrit histogramme, mais en réalité, ce ne sont jamais des histogrammes et jamais corrects. On verra un peu plus tard qu'est-ce qu'un vrai histogramme, comment ça se construit et comment ça se lit. Pareil, les construire, c'est bien, les interpréter et les lire, c'est beaucoup mieux, donc je vous demande de savoir faire les deux. Et puis dernier point, eh bien, il faudra savoir choisir les paramètres les plus pertinents pour résumer une série statistique en fonction de ce qu'on a envie de dire, de savoir. Donc on va faire ça dans un ordre assez logique. On va commencer par le vocabulaire, on partira sur les représentations graphiques, puis les paramètres, et enfin la partie résumée. Donc commençons avec le vocabulaire. Alors, quelques définitions pour commencer. L'ensemble sur lequel porte l'étude statistique s'appelle la population. Qu'on soit en train de parler de personnes ou pas, ça reste appelé une population. Un élément de la population, c'est un individu. Toutes les stats viennent en fait de sondages sur des gens, des populations, des individus, d'où ces termes-là. Mais la population, ça peut être un ensemble d'ordinateurs, ça peut être des bactéries, ça peut être plein de choses. Dans une série statistique, l'objet étudié, c'est ce qu'on appelle le caractère. Ça peut être la couleur des yeux, ça peut être, je sais pas, le nombre de trajets, ça peut être plein de choses. C'est le caractère. Chaque valeur que prend le caractère, c'est ce qu'on appelle une modalité. Si c'est la couleur des yeux, les modalités, c'est bleu, c'est marron, c'est vert, etc. Si les modalités sont numériques, ce sont des nombres, on dit que le caractère est quantitatif. Pour se rappeler, un quantitatif, c'est le même début que quantité. Une quantité, c'est bien un nombre. Lorsque ce n'est pas un caractère quantitatif, donc quand c'est pas un nombre, à ce moment-là, on dit que le caractère est qualitatif. Un caractère quantitatif, il peut être soit discret, dans ce cas-là, les modalités sont isolées, ça peut être par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Ça pourrait être moins 10, 30, 4000. Mais il y en a juste un certain nombre. C'est discret. Ou bien, il peut être continu. Dans ce cas-là, c'est que les modalités peuvent prendre toutes les valeurs dans un intervalle donné. N'importe quelle valeur dans un intervalle donné. Dans ce cas-là, ces intervalles, on appelle ça des classes. D'accord? Et on peut transformer un caractère discret en un caractère continu en regroupant des valeurs discrètes dans des intervalles, tout simplement. Alors, quelques exemples pour que ce soit un tout petit peu plus parlant. Rapidement, les notes obtenues à un devoir de maths. Bon bah, on a des notes, donc ce sont des nombres, donc c'est quantitatif, et on voit bien qu'on en a juste quelques-unes, donc c'est quantitatif discret. Si je reprends la couleur des yeux, on a dit tout à l'heure, la couleur des yeux, c'est
qualitatif, puisque ce n'est pas un nombre. Voilà. Et puis, un autre exemple, le temps d'attente des patients chez un médecin durant une semaine. Eh bien, le temps d'attente, on va pas dire, bon on a attendu 3,4 minutes, 10 minutes, 2, etc. En général, on regroupe ça dans des intervalles, comme on le voit ici. On a attendu entre 0 et 20 minutes, entre 20 et 30 minutes, etc. Donc là, on est bien sur des chiffres, donc quantitatifs. Par contre, regroupés en intervalles, donc continu. Continuons avec les définitions. L'effectif d'une modalité, c'est le nombre d'individus de la population dont le caractère prend cette valeur. J'ai, je sais pas, moi j'ai 3 élèves qui ont eu la note 10, 4 élèves qui ont eu la note 12, bon 3 ou 4, c'est l'effectif de la modalité qui correspond. L'effectif total, eh bien, c'est le nombre d'individus de la population étudiée. Et si tout va bien, qu'on ne s'est pas trompé, la somme de tous les effectifs de chacune des modalités, ça donne l'effectif total. Je prends l'entièreté de ma classe, j'ai, je sais pas moi, 30 élèves dans ma classe, bon s'ils ont tous passé l'EDS, j'ai une note pour chacun, et donc quand je fais la somme des effectifs de chaque note, forcément je vais retomber sur mes 30. La fréquence d'une modalité, c'est l'effectif de la modalité divisé par l'effectif total. Une proportion en fait. Alors attention, si vous utilisez des pourcentages, 47%, en fait, c'est 0,47. D'accord ? C'est une façon d'écrire un petit peu différente, d'accord ? Mais faites bien attention, 47%, ça veut dire 0,47. Et c'est pas 47 qu'on va utiliser. D'ailleurs, une fréquence, c'est forcément compris entre 0 et 1, puisque vous avez l'effectif qui est un nombre positif forcément, éventuellement 0, mais c'est un nombre positif, et on divise par l'effectif total. Comme l'effectif total est forcément plus grand que l'effectif de la modalité, éventuellement égal, mais plus grand, eh bien, je divise quelque chose par quelque chose de plus grand, forcément c'est plus petit que 1. Donc fréquence toujours entre 0 et 1, si vous avez autre chose, c'est que vous êtes trompé. Dans le cas particulier d'un caractère quantitatif, donc j'ai des nombres. Alors on va appeler l'effectif cumulé croissant, on note souvent ECC, c'est beaucoup plus court, d'une valeur X, le nombre d'individus dont le caractère a une modalité inférieure ou égale à cette valeur. Alors, dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait ? En général, quand on a un caractère, notamment quantitatif, on met toutes les données dans un tableau et on va mettre les modalités dans l'ordre croissant. Je sais pas moi, c'est les notes d'un DS, et je vais avoir 0, 1, 2, 3, etc. Je vais mettre ça dans un tableau. La ligne du dessous, je vais mettre l'effectif de chacun. Et donc, l'effectif cumulé croissant, en fait, ça va être la somme des effectifs des modalités qui sont à gauche. De façon similaire, on pourrait définir les effectifs cumulés décroissants, mais en réalité, on le fait quasiment jamais parce que ça a beaucoup moins d'intérêt. On a les effectifs cumulés croissants, on a aussi les fréquences cumulées croissantes. Même principe, je regarde si je veux la FCC de la valeur 10 à mon DS, je vais faire la somme des fréquences de toutes les notes inférieures ou égales à 10. On pourrait aussi définir les fréquences cumulées décroissantes. Remarque, la fréquence cumulée croissante, c'est aussi, donc si on réfléchit, qu'est-ce qu'on a ? Si je note FI mes fréquences, j'ai F1 plus F2 plus F3, etc. Oui, mais les FI, c'était quoi ? C'était les effectifs. Si je note N, je vais avoir N1,
sur grand N, plus N2 sur grand N, plus N3 sur grand N, etc. Et puis, règle de calcul des fractions, on sait que ça, c'est N1 plus N2 plus, etc. sur grand N. Grand N, c'est l'effectif total, et N1 plus N2 plus, etc., c'est l'effectif cumulé croissant. Je continue avec mes définitions. Alors, définition de quelque chose que vous n'avez pas encore vu, on va en parler assez rapidement ici. On détaillera beaucoup plus ça lorsqu'on sera dans la partie probabilité. Mais comme on a la même chose en proba et en stat, hein, enfin la même chose, le pendant, j'en parle maintenant, comme ça vous l'aurez déjà vu une fois. Alors, ce qu'on appelle la fonction de répartition, ou on appelle parfois ça une fonction cumulative, c'est, alors ça va dépendre si mon caractère il est discret ou continu. Si mon caractère est discret, eh bien dans ce cas-là, c'est une fonction en escalier qui est croissante, qui vaut 0 jusqu'à la première valeur, jusqu'à la première modalité si vous voulez, qui vaut 1 à partir de la dernière modalité, et entre ces deux valeurs-là, eh bien, qui vaut la FCC à partir de chaque valeur. Donc, on va avoir une fonction en escalier. Dès que j'atteins une modalité, la valeur d'une modalité, hop, je mets la FCC et je trace le petit segment qui part sur la droite jusqu'à atteindre la prochaine modalité. Dans le cas continu, c'est un peu plus simple. Ce n'est plus une fonction en escalier, c'est maintenant une fonction continue. Elle est aussi croissante, elle vaut aussi 0 jusqu'à la première borne du premier intervalle, de la première modalité si vous voulez, qui vaudra aussi 1 à partir de la deuxième borne du dernier intervalle de modalité. Donc ça correspond à ce qu'on avait dans le cas discret. Et entre les deux, je vais plus avoir des segments horizontaux, mais je vais, à chaque fois, mettre la FCC de la classe au niveau de la borne de droite, de la deuxième borne. Et je vais simplement relier tous ces points avec des vrais segments, hein, c'est plus du tout horizontal normalement, c'est vraiment relié correctement. Et donc, on va avoir une fonction affine par morceau. Faites bien attention, dans les deux cas, la fonction de répartition, c'est une fonction qui est forcément définie sur R. Elle va de moins l'infini à plus l'infini, même si vos modalités, elles sont comprises entre 0 et 10. Peu importe, la fonction de répartition, elle va de moins l'infini à plus l'infini. Alors, une remarque, la représentation graphique de la fonction de répartition, c'est ce qu'on appelle la courbe des FCC. On va en parler juste après de cette courbe-là, mais vous l'avez déjà vue au lycée, et notamment vous l'avez vue dans le cas continu. Et bien justement, parlons des représentations graphiques. Alors, la première représentation graphique à notre disposition, c'est le nuage de points. Alors, qu'est-ce qu'un nuage de points? Eh bien, simplement, on va représenter par une croix, attention, hein, jamais des petits ronds ou des petits points où c'est pas précis, on met une croix et le centre de la croix, c'est la valeur. Et ces petites croix, elles vont avoir pour coordonnées xi, ni ou xi, fi. Alors, xi, c'est la valeur de la modalité et ni, ça va être son effectif, ou fi, sa fréquence, selon qu'on fait un nuage de points par rapport à l'effectif ou la fréquence. Alors, ce nuage de points, on l'utilise très peu. Il a assez peu d'intérêt. Simplement, c'est pour connaître l'évolution de la série. Hein, enfin, pas vraiment, au contraire, pour connaître l'évolution, mais plutôt pour savoir s'il y a des regroupements de points. Un peu plus visuel. Je sais pas, moi, vous mettez les notes et puis, alors,
On voit pas trop d'évolution, mais ce qu'on peut remarquer, c'est, ah bah tiens, en fait, toutes les notes, elles sont autour de 10, entre 9 et 11. Ou bien, j'ai un regroupement là autour de 2, 3, j'ai un regroupement autour de 15, un autour de 10. Bon, bah là, on voit, ça nous donne quelques infos qu'on peut presque supposer parfois avec juste le tableau. Donc le nuage de points, il est assez simple, mais on l'utilise très peu. Bon, voilà, on peut voir aussi si c'est étendu, dispersé, moins dispersé. Le deuxième diagramme qui nous intéresse, et là qui nous intéresse vraiment, c'est le diagramme en bâton, ou on appelle ça aussi un diagramme en barre. Alors, on arrive là sur les diagrammes pour lesquels il ne faut pas se tromper, et pour lesquels, en général, on se trompe, ou en tout cas, tout est mélangé. Alors, diagramme en bâton. On met en abscisse la valeur du caractère, et en ordonnée, l'effectif ou la fréquence. On peut faire un diagramme en barre par rapport aux effectifs ou par rapport aux fréquences. Par contre, une fois qu'on a décidé ce que c'était, on fait que ça. Pour chaque valeur, la hauteur du bâton, c'est la taille de l'effectif ou sa fréquence. D'accord? Donc, la largeur des barres ou des bâtons importe peu. Ça peut être juste un trait, ça peut être un rectangle, peu importe. Et on ne gradue pas l'axe des abscisses. On indique seulement des emplacements. Donc ça veut dire que si j'ai par exemple un intervalle, je vais juste indiquer sous ma barre ou sous mon bâton que ça correspond à l'intervalle un tel. Si c'est la couleur des yeux, je peux indiquer aussi la couleur. Pourquoi pas? Par contre, l'axe des ordonnées, on le gradue correctement puisque c'est la hauteur du bâton qui correspond à l'effectif ou la fréquence. Donc il faut pouvoir le lire et pour ça, il faut avoir un axe des ordonnées bien gradué correctement. Alors, deux exemples. Vous voyez qu'ici, j'ai mis mes effectifs. Mes modalités, vous voyez que je les ai à peu près réparties correctement. Dans mon deuxième exemple, alors deuxième exemple qui correspond en fait exactement aux mêmes données, vous voyez que ici je n'ai pas du tout réparti correctement, correctement. Je n'ai pas réparti mes abscisses selon un axe gradué correctement, mais il n'empêche que ça reste un diagramme en barre. Là, j'ai mis des bâtons un peu plus larges. Vous faites comme vous voulez. Et vous voyez que je n'ai pas de flèche au bout de mon axe des abscisses, puisque ce n'est pas un axe gradué. Je l'ai bien au niveau de l'axe des ordonnées et j'ai l'échelle, quoi. Donc là, je peux lire. Je lis, pour 9, j'ai un effectif de 3. Alors ici, j'ai juste mis modalité pour pas préciser à quoi ça correspondait, mais vous précisez, c'est du 1 poids en kilos, c'est un nombre d'ordinateurs, c'est ce que vous voulez, on précise comme il faut. Le suivant, l'histogramme. Alors vous remarquerez que souvent ce qu'on appelle un histogramme, c'est ce qu'on vient de voir. Ou parfois c'est un mix, ou ni l'un ni l'autre. Alors un vrai histogramme, c'est quoi? Eh bien déjà, c'est constitué de rectangles dont les bases correspondent aux classes. Donc, on va avoir un axe des abscisses gradué correctement et si ma classe c'est 8, 10, je vais avoir un rectangle qui aura comme base 8, 10. L'aire de chaque rectangle est proportionnel à l'effectif ou à la fréquence de la classe. Pareil, on peut le faire par rapport aux fréquences ou aux effectifs. Ça marche pareil, de toute façon, les deux sont proportionnels. Par contre, ce qu'il faut bien, le point sur lequel il faut vraiment insister, ce qui compte, c'est l'aire des rectangles. D'accord? Alors, si les classes, elles ont toutes la même largeur, dans ce cas-là, l'aire, elle va déterminer entièrement la hauteur, et comme elles ont toutes la même largeur, ça va être proportionnel directement à la hauteur.
Et donc, on pourra lire les effectifs ou les fréquences, on pourrait dire sur l'axe des ordonnées, ou en tout cas en fonction de la hauteur. Par contre, si les classes n'ont pas la même largeur, ça c'est faux. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour un histogramme, l'axe des abscisses, il est bien gradué. Par contre, on n'a pas d'axe des ordonnées. Et donc, dans le cas où les classes n'ont pas la même largeur, si j'ai une classe de largeur 1 et une autre de largeur 2, mais qui correspondent au même effectif, les rectangles n'auront pas la même hauteur. Puisque pour avoir une même aire, s'il est 2 fois plus large, il doit être 2 fois moins haut. Donc faites bien attention à ça. Et donc, comme on n'a pas d'axe des ordonnées pour nous aider à savoir à quoi ça correspond, il nous faut une légende. Comme ce qui est important, c'est l'aire du rectangle, la légende, ça va être quoi? Ça va être un petit rectangle que vous allez mettre dans un coin d'une certaine aire et vous allez préciser, voilà, une aire de temps, ça correspond à tant d'individus. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai des classes avec des largeurs très différentes. Ici, j'ai précisé ma légende. Un rectangle de 1 carreau comme ça correspond à un patient. Là, c'était des patients. Bon. Vous voyez que j'ai bien mon axe des abscisses, j'ai pas d'axe des ordonnées, et comment est-ce que je fais? Je lis. Là, entre 20 et 30, il faut que je compte combien de petits carreaux j'ai. Alors, je sais pas, j'en ai 1, 2, 3, 4. Bon, il doit y avoir, je sais pas, une dizaine, une douzaine. Faudrait compter correctement. Bon, voilà, entre 20 et 30, j'ai 12 patients, j'ai 13 patients, ça dépend de la hauteur. Par contre, là, entre 0 et 20, je vais à nouveau compter les carreaux de cette taille-là. Donc, si j'en ai, je sais pas moi, 10 en hauteur, j'en ai 2 fois en largeur, donc je vais en avoir 20. Donc, je vais avoir 20 patients entre 0 et 20. Donc, on fait bien attention, on se trompe pas quand on fait un histogramme. Je suis à peu près sûre que vous en avez pas vu beaucoup des vrais histogrammes faits comme ça. En général, ce qu'on appelle histogramme, c'est les diagrammes en barre, mais même pas faits forcément comme ils devraient être. Parlons des courbes de fréquence cumulées croissantes. Vous les avez vues aussi au lycée, celles-là. Alors, il s'agit de la représentation graphique de la fonction de répartition. Je rappelle, c'est la petite nouveauté de cette année. Alors, vous savez faire, on a dit, on met les fréquences cumulées croissantes au niveau de la borne de droite de l'intervalle, et puis on relie les points en allant de 0 à partir de moins l'infini jusqu'à la première modalité, et puis 1 à partir de la fin. Alors, pour les données quantitatives discrètes, je l'ai déjà dit, il y a assez peu d'intérêt, on le fera pas dans le cas des stats, on en parlera quand on sera en proba. Pour les données continues, par contre, on l'utilise, et on l'utilise notamment, pas que, mais notamment pour lire les différents indicateurs. On reverra ça après, tout à l'heure, les indicateurs, mais on l'utilise dans ce cadre-là. Alors, dans le cas discret, je vous ai quand même mis un exemple. Vous voyez que on a, alors il manque un tout petit bout, on devrait vraiment partir de moins l'infini jusqu'à 0. Et puis, donc, alors je sais plus quelles étaient les données, mais vous voyez qu'on va 0 jusqu'à 4, donc ça veut dire que la première modalité, en fait, c'est 4, et puis j'ai une fréquence de, je sais pas moi, 0,15 ou 0,14, bon. D'ailleurs, vous remarquerez que là, j'ai mis des traits assez épais pour que ça se voit bien, mais du coup, c'est pas du tout précis pour lire les valeurs. Donc vous faites bien attention. Au niveau de la modalité ici 6, vous voyez que donc c'est une modalité, et puis la fréquence cumulée croissante, elle est de 0,18 par exemple. Oui, non, c'était 0,02, 0,18, et d'ailleurs on peut en déduire que la fréquence de la modalité 6, c'est la différence entre ces deux valeurs.
Dans le cas continu, le cas où vous avez plus l'habitude, eh bien vous voyez que, donc pareil, hein, on a 0 avant la première valeur, et puis, alors là, comme j'ai coupé, on le voit pas, mais on est à 1 à partir de la dernière valeur. Et alors c'est pareil, on voit pas forcément très bien les coudes, mais vous voyez que ici, on change la droite, le segment n'a plus tout à fait la même pente, donc c'est qu'on change de valeur. Là, ça se voit bien. Hein, là, je change de pente, donc je vais avoir 40-80 qui est une classe. Là, je devais avoir, ouais, on a changé ici, donc j'ai une classe 30-40, et puis je dois avoir ici, ça doit correspondre à l'histogramme qu'on a vu juste avant. D'accord? Donc, voilà, avant 0, j'avais pas d'individu. Entre 0 et 20, eh bien, j'ai, 29% des individus à peu près, une fréquence de 0,29, et puis, etc., etc. Hein? Bon. Le diagramme circulaire. Diagramme circulaire, ce qu'on appelle aussi le camembert. Alors, je vais aller très vite. Vous le connaissez bien et on ne va pas l'utiliser. C'est pour montrer la part relative de chaque valeur ou de chaque classe. On fait un joli disque et puis on va représenter des secteurs qui correspondent à la proportion de chacune des valeurs. Un petit tableau de proportionnalité, un produit en croix. Hein, vous savez qu'en tout, vous avez 360 degrés ou 2π, et puis il vous reste plus qu'à faire donc votre petit produit en croix pour déterminer combien de degrés est-ce qu'il faut pour représenter telle ou telle classe ou valeur. Il nous restera une représentation graphique, mais on en parlera à la fin des paramètres. Passons aux paramètres justement. Alors, je vais dans toute la suite noter XI les valeurs, NI les effectifs, FI les fréquences, j'en ai déjà parlé. On va supposer que les valeurs sont mises dans l'ordre croissant. Et puis, donc on va noter grand N l'effectif total. Donc commençons par ce qu'on appelle les caractéristiques géométriques. Alors, la première caractéristique géométrique, c'est le mode. Nouveauté de cette année. Alors, qu'est-ce que c'est que le mode? C'est tout simplement la modalité du caractère d'effectif maximal. Si vous prenez vos valeurs, toutes vos modalités, vous regardez celle qui a l'effectif le plus grand, eh bien le mode, c'est simplement cette modalité-là. Dans la couleur des yeux, je sais pas moi, c'est le marron qu'on trouve le plus. Bon, eh bien le mode, c'est marron. Alors d'ailleurs, le mode, c'est le seul paramètre dans le cas de données qualitatives. Autre caractère géométrique que vous connaissez très bien, la médiane. Alors la médiane, c'est la modalité telle que j'ai 50% des individus qui ont une modalité plus petite, inférieure, et 50% des individus qui ont une modalité qui est supérieure. D'accord? Donc en gros, c'est le milieu si vous voulez, mais faites attention à cette notion de milieu, ça veut tout dire et rien dire. Alors dans la pratique, comment est-ce qu'on la trouve? On part de notre petit tableau, où on avait nos modalités, nos effectifs, nos fréquences. Tant qu'à faire, on peut mettre aussi les ECC et les FCC. Et on va dire que X avec le petit i là entre parenthèses en haut, c'est la ième valeur quand je les range par ordre croissant. D'accord? Donc en tenant compte des effectifs. Donc, je sais pas moi, si j'ai 10 individus, eh bien je vais les compter un par un. D'accord? Donc le X5, c'est la 5e valeur. Alors que ça correspond peut-être à la 3e modalité. Mais c'est vraiment les valeurs quand je les mets une par une, les unes à côté des autres. Pour calculer la médiane, pour trouver la médiane, il y a deux cas différents. Soit on est impair, soit on est pair. On voit bien, si j'ai un nombre impair, par exemple 3,
Bon bah, vous voyez bien que si je prends là le milieu, je vais en avoir 50% en dessous, 50% au-dessus. Donc si n est impair, alors impair ça veut dire que je peux l'écrire sous la forme de k plus 1. Dans ce cas-là, eh bien ma médiane, ça va être le k plus unième. Vous voyez que dans mon petit exemple ici, j'en avais 3. 3, c'est quoi? C'est 2 fois 1 plus 1. Donc je prends le deuxième, ce qui est bien le cas ici. Quand j'en ai un nombre pair, c'est un peu plus compliqué. J'ai 1, 2, 3, 4 par exemple. Bah, pour avoir 50% plus grand, 50% plus petit, il faut couper là au milieu. Donc ça ne correspond pas à une valeur. Donc si n est impair, c'est-à-dire que grand N c'est 2 fois un certain nombre k. Dans ce cas-là, la médiane, eh bien on va faire la moyenne de ces deux valeurs. On va faire le km plus le k plus unième divisé par 2. Si jamais les données elles sont regroupées en classes, ça va être un petit peu compliqué de prendre des valeurs parce qu'en fait on ne sait pas, on sait juste que c'est dans telle classe. Eh bien, ce qu'on peut dire de façon sûre et certaine, c'est que la médiane appartient à la classe 20-30. Cette classe, cet intervalle, c'est ce qu'on appelle la classe médiane. Je continue. On a ce qu'on appelle le premier quartile. Alors, premier quartile, on le note Q1. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la plus petite modalité de la série statistique telle qu'au moins 25% des modalités lui soient inférieures ou égales. De la même façon, on a le troisième quartile, Q3, c'est la plus petite modalité de la série telle qu'au moins 75% des modalités lui soient inférieures ou égales. Alors, dans la pratique, comment est-ce qu'on fait? On calcule grand N sur 4, l'effectif total divisé par 4. Et il nous faut un nombre entier. Donc on arrondit si besoin à l'entier supérieur. Vous faites n sur 4, vous tombez sur 10, vous gardez votre 10. Vous faites grand N sur 4, vous tombez sur 3,2, vous prenez 4. Et ça vous donne le numéro de la valeur à prendre. Le x10, enfin le dixième x ou le quatrième x, à voir en fonction des cas. De la même façon, pour Q3, alors on va prendre 3n sur 4 et on va arrondir si besoin à l'entier supérieur. Faites attention, si vous partez de l'entier supérieur obtenu à partir de n sur 4 et que vous multipliez par 3, dans certains cas bien précis, vous pouvez vous tromper si jamais l'arrondi il était assez loin de la valeur. C'est une possibilité, donc on recalcule 3n sur 4. Bon, dans le cas d'un caractère quantitatif continu, la médiane, ça correspond à la valeur du caractère ayant une fréquence cumulée croissante de 0,5. Alors la valeur, ça n'a pas vraiment de sens puisque si on est continu, on sait juste que la valeur est comprise entre temps et temps. On n'a pas de valeur à proprement parler. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on a la classe médiane. Même si parfois, en utilisant la courbe des FCC, on va donner une valeur alors qui est un peu arbitraire en se disant voilà, dans la classe, je vais supposer que les valeurs, elles sont réparties de façon équitable, elles sont équiréparties. Ce qui n'est peut-être pas vrai, mais comme on n'a pas plus d'informations, on va faire ça. Q1, à ce moment-là, c'est la fréquence cumulée croissante de 0,25 et Q3 de 0,75. Même remarque, on peut dire de façon précise c'est dans telle classe, une valeur, c'est forcément un peu arbitraire, mais on fait au mieux. Et donc, pour déterminer ces valeurs pour la médiane, etc., eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend la courbe des FCC, et puis, on va regarder 0,25 par exemple, sur l'axe des ordonnées, à quelle valeur est-ce que ça correspond sur l'axe des abscisses. On pourrait le faire à la main,
en faisant une interpolation, puisque ce sont des segments de droite, hein, donc ce sont les représentations graphiques de fonctions affines. On est tout à fait capable de trouver l'équation de la droite ou l'équation, enfin la fonction affine de façon explicite. On connaît 2 points, hein, on sait calculer, hein, trouver l'équation d'une droite connaissant 2 points de la droite. Et après, ben on connaît le y, on sait trouver le x. Hein, c'est pas un calcul très compliqué, mais généralement on le fait pas à la main. On le fait en lisant sur le graphique. Deuxième remarque, la médiane et les quartiles ne sont pas sensibles aux valeurs extrêmes. Peu importe qu'il y ait un grand trou, hein, qu'on aille de 0 à 20 dans les notes, s'il y a un 0, un 20, c'est pas grave, c'est pareil que si en fait on allait de 5 à 15, mais que le gros de la répartition est le même. Alors, on a là des indicateurs dits de position, donc voilà, on sait où est la médiane, où sont les quartiles. Il peut être intéressant d'avoir des indicateurs de dispersion, savoir comment est-ce qu'on est réparti entre ces valeurs particulières. Alors pour ça, on a l'intervalle interquartile, c'est l'intervalle Q1 Q3, on sait qu'on a à peu près 50% des valeurs qui sont comprises là-dedans. Donc si cet intervalle il est petit, ça veut dire que c'est quand même pas très dispersé, j'ai la moitié de mes valeurs qui sont comprises entre les deux. Au contraire, si c'est très éloigné, si l'intervalle est grand, bon, il y a quand même pas mal de dispersion. Et puis, l'autre indicateur, c'est l'écart interquartile. C'est à peu près la même chose. Là, c'est la longueur, en fait, de l'intervalle interquartile, le Q3 moins Q1. L'un est un peu plus graphique, l'autre est plus numérique, mais c'est la même information ou presque. Donc, si je regroupe un petit peu toutes les informations qu'on vient de donner, donc on a le minimum, on a le maximum, on a la médiane. Alors là, j'ai mis au milieu, mais c'est peut-être pas du tout réparti comme ça. Hein. C'est juste que je sais que j'ai 50% des valeurs avant, 50% des valeurs après. Et puis, je vais avoir le Q1 et le Q3. À peu de choses près, ça va nous découper en 4 les valeurs, quoi. J'ai un quart des valeurs, un quart des valeurs, un quart des valeurs et un quart des valeurs. Mon écart interquartile. Et puis l'étendue, de la série de données, c'est la différence entre le max et le min, la longueur de l'intervalle entre le max et le min. Alors, bon, ça c'est, voilà, ça nous donne une idée de comment ça marche. Dans la réalité, on a des vraies valeurs pour le min, pour la médiane, pour le Q1, le Q3, et c'est peut-être pas du tout réparti aussi équitablement qu'ici. On a pour ça le diagramme en boîte, ou ce qu'on appelle aussi la boîte à moustaches. Donc, je vous rappelle, on va mettre le minimum, Q1, la médiane, Q3 et le max. Tout ça sur un axe des abscisses bien gradué correctement. Et on va pouvoir lire. Donc là, on voit bien qu'on a une meilleure vision de la répartition. Là, dans l'exemple, vous voyez que j'ai la médiane, j'ai 25% des valeurs ici et 25% ici. Donc, vous voyez que j'ai déjà une dispersion plus importante pour les valeurs inférieures à la médiane. Par contre, entre le min et le Q1, j'ai une dispersion plus petite qu'entre le Q3 et le max. Donc, je vais pouvoir en déduire un certain nombre d'informations. Passons maintenant... Ah oui, non. On pourrait aussi définir les déciles. Hein. Des fois, on entend parler de déciles, voire même de centiles. C'est le même principe. Hein. Là, les quartiles, comme son nom l'indique, c'est découpé en quarts. Les déciles, c'est que je vais découper en dixièmes. Donc, je vais avoir 10 déciles. Si on prend des centiles, c'est que j'ai découpé mes valeurs, enfin mes valeurs en 100 groupements de valeurs. Je vais avoir le premier pourcentage de valeurs, le deuxième pourcentage des valeurs, etc. Nous, on n'en parlera pas. Je vais pouvoir donc passer maintenant à mes caractéristiques algébriques. Le
paramètre de position, vous le connaissez bien depuis très très longtemps, c'est la moyenne. Alors la moyenne, qu'est-ce que c'est? Donc vous l'avez appris quand vous étiez à la petite école, hein. Souvent on fait la moyenne des notes, on fait la somme de toutes les notes et puis on divise par le nombre de notes en tout. Maintenant on a quand même un petit peu avancé dans les années d'études, donc on va plus faire la somme de toutes, mais on va les regrouper avec leurs effectifs. Donc si je reprends, hein, c'est exactement eh bien la somme des NI fois XI, donc des effectifs fois les valeurs, et puis je vais diviser le tout par l'effectif total. On peut aussi l'écrire en fonction des fréquences, puisque là, le 1 sur n, il est en facteur de toute ma somme. D'ailleurs, si on veut, on aurait pu mettre des parenthèses ici comme ça. Donc comme il est en facteur de toute la somme, je peux très bien écrire que c'est la somme des NI XI sur grand N. Et puis, vous connaissez les règles de calcul sur les fractions, ça c'est aussi la somme des NI sur grand N fois XI. Attention, hein, j'ai bien des i partout. Et NI sur grand N, c'est quoi? C'est les fréquences. Donc, j'ai aussi la somme des FI fois XI. Ça revient exactement au même. Alors, simplement, si les fréquences, elles sont pas encore calculées, vous embêtez pas, vous utilisez la formule avec les NI fois XI, d'accord? Et à la fin, seulement, vous divisez le tout par grand N. Ça vous fera un calcul de moins. Par contre, si vous avez déjà les fréquences, utilisez l'autre formule. Celle que vous voulez. Si jamais les données, elles sont regroupées en classes, de la même façon que, on pouvait avoir une estimation de la médiane, on peut avoir une estimation de la moyenne. Qu'est-ce qu'on fait? On suppose que c'est écu réparti dans les classes, et donc on va prendre le centre des classes, le milieu si vous voulez, comme valeur xi. Alors ça, c'est le paramètre de position. On a également des paramètres de dispersion, savoir autour de cette moyenne comment est-ce qu'on est dispersé. Alors, la formule, elle est la suivante. Elle est un petit peu plus compliquée. Donc 1 sur grand N, on le retrouve. Et puis tout à l'heure, on avait la somme des XI fois NI. Là, vous voyez que j'ai NI, mais je le multiplie par XI moins la moyenne au carré. Alors attention, hein, je fais bien XI moins X bar. Le tout au carré et le tout fois NI, et je fais la somme de tout ça, et à la fin, je divise par grand N. Alors, un peu comme on l'a vu tout à l'heure, le 1 sur grand N, je peux sans problème le faire passer dans la somme, je vais avoir les NI sur grand N, et donc je vais retrouver la même formule avec les FI. Alors, cette variance, je vous dis, elle va nous donner des indications sur la dispersion, mais vous voyez qu'on a ce carré, donc en fait, elle ne représente pas grand-chose sur nos valeurs. Pour pouvoir avoir une meilleure idée, et d'ailleurs, pour avoir, quelque chose du même ordre d'idée, hein, si je dois avoir par exemple, si j'ai des kilos, vous voyez que là, pour la variance, je vais avoir des kilos au carré, ça ne nous parle pas vraiment. On a donc ce qu'on appelle l'écart type, et l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Et là, l'écart type, il est du même type que les valeurs de départ. D'ailleurs, vous voyez que là, la variance, comme c'est une somme de carrés, c'est forcément quelque chose de positif. Donc, ce sont des indicateurs de dispersion. Ça va mesurer la dispersion autour de la moyenne. Donc si j'ai un écart type qui est petit, alors la notion de petit n'est pas forcément évidente, mais si j'ai un écart type petit, je suis pas très dispersée autour de ma moyenne. Donc ça veut dire que les valeurs, elles sont presque toutes autour de la moyenne. Si mon écart type il est grand, à ce moment-là, ça veut dire que je suis très dispersée autour de cette moyenne. Une deuxième remarque, faites bien attention lorsque vous faites vos calculs. Quand vous allez utiliser votre calculatrice, si vous prenez une valeur approchée de X bar,
bah vous allez introduire beaucoup d'erreurs de calcul. Hein, puisque vous allez en avoir à chacun des calculs de xi moins x bar, on le met au carré, donc on agrandit encore, on fait la somme, si vous avez une grosse somme, ça en fait beaucoup d'erreurs. Bon, donc, il vaut mieux utiliser la valeur exacte, et quand vous allez faire vos calculs avec la calculatrice, le meilleur moyen, c'est de mettre dans la mémoire de la calculatrice cette valeur exacte. Donc vous faites votre premier calcul de moyenne, vous obtenez un résultat, et vous mettez ça en mémoire dans la calculatrice. Alors selon la calculatrice que vous avez, en général vous avez une touche avec une flèche, hein, souvent elle est dans ce sens, alors des fois ça doit être sur TI, c'est marqué STO avec, Casio il me semble pas, mais c'est le même principe. Alors après, selon si c'est Casio ou TI ou laquelle version vous avez, soit c'est la valeur et puis la flèche, et puis par exemple vous mettez ça dans la lettre A, soit dans l'autre sens, mais en général c'est plutôt d'abord la valeur et A en dernier. Et ensuite, quand vous faites vos calculs, eh bien, vous utilisez votre grand A. Ça évitera d'avoir d'ailleurs des formules à rallonge. Bon. Il n'empêche que, alors, tout ça, c'est bien beau, mais vous voyez que vous-même en utilisant le grand A, il va falloir l'utiliser plein de fois. Ne pas oublier de mettre les parenthèses, le carré où il faut, etc. C'est un petit peu fastidieux, même avec une calculatrice, même en utilisant la mémoire. Donc on a une formule qui nous permet eh bien, de simplifier un petit peu cette formule, ce calcul. C'est ce qu'on appelle la formule, le théorème de Koenig-Huygens. Alors, je vous rappelle, on a dit que la variance, c'est la somme, c'est plutôt 1 sur n, la somme des ni xi moins x bar au carré. Eh bien, la formule de Koenig-Huygens vous dit, c'est aussi 1 sur grand N, la somme des ni fois xi au carré, là vous voyez que le carré il est que sur le xi, je fais ma somme, je mets bien le 1 sur n, et seulement à la fin, je fais moins x bar au carré. D'accord? Donc, je remets pour comparer 1 sur grand N, hop, ni fois xi moins x bar au carré. Donc vous voyez la différence. Là, le moins x bar, enfin le x bar, je l'utilise une seule fois à la toute fin. Là, je dois le mettre à chaque fois. Donc c'est un peu plus compliqué. La démonstration, je ne vais pas la faire ici. Vous avez une version à trous qui est disponible dans le Poly. Et puis, de la même façon qu'on l'a déjà fait plein de fois, le 1 sur n qui est ici, je peux le passer dans la somme avec les ni, et donc je vais avoir la formule somme des fi fois xi carré moins x bar au carré. Attention, l'erreur classique dans cette formule de la variance, dans ce calcul de la variance, c'est le carré. Souvent, vous ne savez plus où va le carré. On met le x bar au carré, d'accord? Donc c'est logique que ce soit les xi qui soient au carré. Dans l'autre formule, on peut moins se tromper parce que comparer le ni avec le x bar, ça n'a aucun sens, d'accord? Mais faites bien attention, c'est l'erreur classique, où est le carré? Alors remarque, ma première remarque, on a dit tout à l'heure la médiane et les quartiles, les valeurs extrêmes, c'est pas important. La moyenne, c'est le contraire. La moyenne est très fortement influencée par les valeurs extrêmes de la série. Ça va faire vite pencher la balance, vite faire augmenter la moyenne ou diminuer la moyenne. Je l'ai dit, l'avantage de l'écart type, c'est de s'exprimer dans la même unité que les xi, que les valeurs. Et lorsqu'on compare deux séries statistiques, celle qui a l'écart type le plus grand, eh bien c'est celle qui a les valeurs les plus dispersées autour de la moyenne. Hein, forcément, rappelez-vous, en fait, la variance, l'écart type avec, mais la variance, c'est la somme des fréquences,
on met un petit poids, mais c'est l'écart à la moyenne, xi moins x bar, c'est l'écart à la moyenne, au carré. Donc c'est la somme des écarts à la moyenne au carré. Donc forcément, si l'écart il est grand, bah très vite, on va avoir une variance et donc un écart type très grand. Pour terminer, comment est-ce qu'on résume une série statistique? Parce que faire ces calculs de médiane, de moyenne, etc., c'est pour résumer les séries statistiques, pour pouvoir déduire des choses sans être obligé de regarder toutes les valeurs. Donc, résumer une série statistique, c'est donner une lecture rapide des valeurs qui la composent à partir d'un petit nombre d'indicateurs. Alors, petit, bah, tout va dépendre de ce qu'on veut. On peut en prendre un seul indicateur. Donc, dans ce cas-là, on va prendre l'indicateur de position, soit la médiane, soit la moyenne. Ça va dépendre de ce qu'on veut comme information. Remarquez que dans la vie courante, c'est très souvent la moyenne qu'on vous donne, et uniquement la moyenne. Mais on sait très bien que ça veut tout dire et rien dire. Surtout qu'elle est très sensible aux valeurs extrêmes. Attention. Si on veut un peu plus que ça, savoir comment c'est réparti autour de cet indicateur, et notamment cette histoire de valeurs extrêmes, où est-ce qu'on a la plupart des valeurs, eh bien, on va utiliser un indicateur de dispersion en plus, donc soit la moyenne x bar avec son écart type, soit la médiane avec l'écart interquartile. Les deux couples d'indicateurs ne prétendent absolument pas restituer toute l'information. Hein. C'est juste pour synthétiser l'essentiel et faciliter la comparaison des séries. Par contre, chacun a des avantages et des inconvénients, et je redis, selon ce qu'on veut comme information, on ne va pas utiliser le même. Si je prends le couple moyenne-écart type, eh bien, pour pouvoir déjà le construire, on va avoir besoin de toutes les valeurs de la série. Donc, en ce sens, il est représentatif de la série. Par contre, on l'a dit et redit, il est très sensible aux valeurs extrêmes. C'est un inconvénient. Sa détermination est peu pratique. C'est quand même des calculs qui sont pas forcément, alors qui sont pas très difficiles, mais si on a les données dans un tableur, on va utiliser les méthodes du tableur, sinon c'est assez fastidieux. Alors, c'est un choix qui est pertinent lorsque je les représente, alors lorsque je fais le nuage de points si vous voulez, c'est assez symétrique et ça évoque une courbe en cloche. Ça vous rappelle peut-être bien des choses, cette histoire de courbe en cloche, c'est pas pour rien. Par contre, sinon, alors c'est pas tout à fait, non, c'est pas le nuage de points, c'est plutôt si on regarde un histogramme ou un diagramme en barre, mais qu'on aurait assez bien avec un axe des abscisses plutôt bien d'être gradué. Si là, on a quelque chose qui évoque une courbe en cloche, oui, c'est un couple qui a un sens. Pour le couple médiane et écart interquartile, alors ce couple il permet donc de découper la série en parties significatives. On a dit on a un quart, un quart, un quart, un quart. Bon. Donc ça peut être utile. Simplement, déjà l'écart interquartile, ça veut dire que le premier quart et le dernier quart, on n'en parle pas du tout. On n'en tient pas compte. Les valeurs extrêmes, le min et le max, on n'en a aucune idée. Et puis, un inconvénient, c'est que on sait la longueur de l'intervalle autour de la médiane, mais on ne sait pas trop où est-ce qu'il est réparti. Est-ce qu'il est beaucoup à droite, beaucoup à gauche? Est-ce qu'il est bien centré sur la médiane? Ça, on le saura pas. Bon, tant pis. Si on a l'intervalle interquartile, on en sait un petit peu plus. L'avantage, c'est qu'il n'est pas sensible aux valeurs extrêmes, mais on n'en a aucune idée de ces valeurs. Hein. On perd du coup toute information sur ces valeurs extrêmes. Il est très facile à représenter, la lecture est aisée. Si en plus on peut faire une boîte à moustaches, un diagramme en boîte, alors là on a quand même des informations très faciles, très pratiques, faciles à lire et facilement comparables. Bon, voilà,
L'inconvénient, c'est que j'ai que la moitié des valeurs qui est indiquée dans ce couple-là. Et on peut ne pas savoir s'il y a un déséquilibre ou une répartition un petit peu particulière. Voilà qui conclut ce chapitre 1. Je vous invite à faire des exercices, à tester, à compléter les exemples.